6h, 9h, Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1, Thomas Schnell. Vous recevez ce matin Benjamin Morel, professeur de droit public et maître de conférence à l'université Panthéon-Assas. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Et bienvenue sur Europe 1. La France n'a donc toujours pas de gouvernement. Alors, nous pouvions benoîtement penser que François Bayrou avait fait des pieds et des mains pour devenir Premier ministre parce qu'il avait la solution pour sortir de l'ornière visiblement. Ce n'est pas le cas. Quelle est la formule magique, Benjamin Morel ? Il n'y en a pas vraiment, en tout cas pas comme ça. C'est-à-dire que là, on a un problème qui est un problème, je dirais toujours, d'élargissement de cette majorité. C'est-à-dire que quel que soit le gouvernement qui sortira du chapeau aujourd'hui ou peut-être demain, c'est un gouvernement qui est à peu près dans la même impasse stratégique que celui de Michel Barnier. On a toujours un socle commun limité visiblement. Alors on verra ce que diront ce matin les LR, mais a priori ils devraient rentrer au gouvernement sans trop de surprises. On est là dans une forme de faux suspense et donc on devrait avoir un socle commun composé des macronistes et des LR qui chercheront à ne pas être censurés, qui par le RN, qui par le Parti Socialiste. Benjamin Morel, on nous fait défiler des noms depuis plusieurs jours, des connus depuis toujours, Xavier Bertrand, des ministres de François Hollande. On fait même revenir l'ancienne première ministre Elisabeth Borne. On nous promet donc cette fois-ci, contrairement à Michel Barnier, des poids lourds. Mais fondamentalement, ça ne changera rien à l'Assemblée nationale. Vous qui connaissez le Parlement, il nous faut surtout trouver un équilibre, un programme. Exactement, ça change absolument rien à l'équilibre au sein de l'Assemblée nationale. Ça peut éventuellement donner quelques gages à l'opinion, quoique je suis pas certain que le nom d'Elisabeth Borne, le nom de Gérald Darmanin, le nom de Xavier Bertrand bouge des masses électorales conséquentes. Mais au-delà de ce sujet-là, c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas responsable devant l'opinion. Il est d'abord responsable devant le Parlement. Et donc, ce faisant, celui qui peut voter une motion de censure, si je suis très pragmatique, celui qui peut voter un budget, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Donc ce pari-là, c'est un pari d'autant plus risqué qu'en fait, sur quoi tient ce gouvernement réellement? Il tient sur des groupes politiques, et ces groupes politiques, ils sont dirigés par des présidentiables potentiels. Un Laurent Wauquiez, un Gabriel Attal. Est-ce que vous pensez vraiment que Gabriel Attal va trouver extrêmement intéressant de voir ses rivaux au sein de Renaissance nommés, je pense à Elisabeth Borne, à Gérald Darmanin, que Laurent Wauquiez va trouver extrêmement à son goût la nomination d'un rival qu'est Xavier Bertrand. C'est pas tout à fait évident. Donc ce grand gouvernement de personnalité, au fond, apporte un peu d'incarnation, mais n'apporte pas grand-chose. En revanche, il n'est pas forcément gage de plus de stabilité, il est peut-être même gage de moins de stabilité. Mais vous nous le dites, Benjamin Morel, François Bayrou veut des personnalités connues, mais celles-ci ne veulent pas venir à n'importe quel prix. Est-ce que cela signifie qu'en fait tous regardent au-delà de ce gouvernement et regardent déjà vers la présidentielle 2027 ? Alors, beaucoup regardent en effet vers 2027 et ceux qui veulent rentrer ont parfois justement un intérêt en vue de cette présidentielle. Mais le problème fondamental de ce gouvernement, il est double. Le premier problème, c'est, et vous l'avez un petit peu évoqué, c'est pourquoi on a un François Bayrou qui demeure dans l'ambiguïté sur ce qu'il veut faire. C'est pas comme ça que ça se passe à l'étranger. À l'étranger, vous commencez d'abord et avant tout par un programme de gouvernement. Et une fois que vous avez ce programme de gouvernement, ensuite, vous vous concentrez potentiellement sur des personnalités que vous pourriez y faire entrer. Là, au contraire, on reste ambigu. Et en restant ambigu, on espère que ça puisse se brasser plus large, ce qui n'est pas une bonne idée. L'autre élément, c'est que vous avez un gouvernement dont la durée de vie est potentiellement très limitée. Pour l'instant, on l'évoquait, les socialistes et le RN n'ont peut-être pas intérêt à censurer à court terme. Mais au mois de février, quand il y aura un budget, quand il y aura une pression de l'opinion, est-ce que ces partis politiques pourront renoncer à la censure ? C'est tout sauf évident. Et le gouvernement reste-t-il sous la surveillance du RN ? Oui, d'une certaine façon, il y a deux voies, encore une fois. Une voie qui passerait par une abstention du Parti Socialiste. Le problème, c'est que le PS a dit, très bien, peut-être pour un pacte de non-censure, mais je veux des gages conséquents qui ne m'ont pas été donnés, et je veux pas d'usage du 49 alinéa 3. Or, aujourd'hui, on voit vraiment mal comment est-ce qu'on pourrait se passer d'un 49 alinéa 3 sur le budget. Donc, même si le PS pourrait in fine s'abstenir, ça reste quand même bien loin de ces conditions. Et donc, ce faisant, c'est faire un pari qui est un pari très compliqué. De l'autre côté, reste le Rassemblement national qui pourrait avoir intérêt, lui, également à ne pas censurer parce que Marine Le Pen a montré qu'elle pouvait faire tomber le gouvernement la dernière fois. Elle peut avoir intérêt à présent à montrer qu'elle se normalise, elle se respectabilise
et elle tend la main à l'électorat centriste. Le fait est toutefois que si le budget est un vrai budget d'austérité, si jamais dans les permanences RN, on a des électeurs qui disent « vous ne nous protégez pas, vous nous soumettez à un budget d'austérité », eh bien les mêmes causes peuvent produire les mêmes conséquences dont on a vu les effets au mois de décembre, c'est-à-dire que le RN, pour des raisons stratégiques, est plus ou moins contraint de faire tomber le gouvernement. Est-ce qu'avec cette équation impossible de composer un gouvernement, Benjamin Morel, on assiste à un pas de plus qui nous rapproche de la crise de régime ? Alors le problème, il est encore une fois pas vraiment dans le texte de la Constitution, qu'on peut critiquer. La Ve République est loin d'être parfaite. Néanmoins, il est vrai que la crise politique s'ancre. Cette tripolarisation de la vie politique, cette incapacité à la dépasser, eh bien aujourd'hui devient un élément qui est un élément réellement bloquant. Si on n'a pas de budget au 31 décembre, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même surmontable via les lois spéciales, etc. Bref, le soleil se lèvera en 2025 avec un État à peu près fonctionnel. Si on n'a toujours pas de budget au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, ça devient vraiment compliqué de faire fonctionner normalement l'État. On va avoir des problèmes également concernant le barème des impôts sur le revenu, etc. Donc pour cette raison-là, ça devient beaucoup plus problématique. Et donc, à ce moment-là, se pose la question de comment est-ce qu'on surmonte ça. Se posera la question pour Jean-Luc Mélenchon et pour une partie de la classe politique de la démission du chef de l'État. Est-ce que ça changera fondamentalement la donne ? Peut-être pas. Et pour une vision plus radicale, se posera la question des institutions de la Constitution. Vous savez, en 1956, on a une assemblée qui est bloquée. En soi, le problème là, c'est pas vraiment la construction de la 4ème République, c'est vraiment une situation parlementaire de blocage. Finalement, on va jeter la 4ème République avec l'eau du bain. Il est possible, évidemment, que si jamais le blocage perdure, certains veulent jeter la 5e, là aussi avec l'eau du bain. Donc vous nous dites que le chemin de croix de François Bayrou est loin d'être terminé, même s'il trouve son gouvernement aujourd'hui. Oui, les soucis ne font que commencer. Il aura son équipe pour escalader l'Himalaya, mais je suis pas sûr que l'équipe l'ait déjà escaladé ni sache réellement ce que ça implique. Donc il est évident que ensuite c'est l'aventure qui commence. Merci beaucoup, Benjamin Morel, d'être venu sur Europe 1, professeur en droit public, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas. Je précise votre livre, Le Parlement, temple de la République de 1789 à nos jours, paru chez Passé Composé. Merci beaucoup.